Bonjour, bienvenue à tous et merci d'être venus assister à ce talk. J'espère que vous passez une bonne journée, un bon Devox. Tout d'abord, un grand merci à l'organisation de Devox pour cet événement et merci de m'avoir donné la chance de partager aujourd'hui sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc aujourd'hui, nous allons parler gestion de la dette d'architecture dans un contexte d'hypercroissance. Qui suis-je pour vous parler de ça ? Donc je m'appelle Cyril Bellé. Dans la vie perso, j'habite à Bordeaux. Je suis heureux papa d'une petite fille. Ça fait à peu près 10-11 ans que je suis dans le monde de l'IT. Et dans la vie pro, je suis architecte d'entreprise chez ManoMano, dans une équipe à peu près de 6-7 architectes. Vous pouvez retrouver ma vie publique sur Internet, sur mon blog, sur GitHub ou sur Twitter. ManoMano, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le leader européen en termes de marketplace en ligne sur tout ce qui est bricolage et jardinage. C'est une startup qui a été fondée en 2013 par ses deux cofondateurs, qui a évolué, qui s'est transformée en scale-up et qui, depuis 2020, est une licorne, donc estimée à un peu plus d'1 milliard d'euros. Moi, je suis arrivé dans les effectifs autour de juin 2019. Et j'ai vu vraiment l'entreprise évoluer en termes de business, mais aussi en termes d'organisation. On est passé, par exemple, à la tech de 200 personnes, dont 20 personnes à Bordeaux, à 500 personnes aujourd'hui. On a ouvert 8 nouveaux marchés, que ce soit le B2B, d'autres marchés sur 6 pays différents en Europe. Et forcément, cette hypercroissance, elle a naturellement créé de la dette technique, pour nous permettre finalement d'accélérer, d'être concurrentiel et de rester leader sur le marché européen. Donc, on va aborder plusieurs choses aujourd'hui. Premièrement, qu'est-ce que la dette technique et plus particulièrement la dette d'architecture. Ensuite, on verra quelles sont les théories, la bonne pratique pour la gérer. Et enfin, on fera un focus sur ManoMano, comment chez nous on gère ce sujet, depuis l'année dernière et un peu plus cette année avec la construction d'un framework que je détaillerai. Donc, avant de vous parler de dette d'architecture, qui est le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais parler de dette technique. Je pense que c'est une notion qui parle à beaucoup de monde ici, mais c'est important d'introduire la notion pour pouvoir ensuite savoir de quoi on parle et d'aller plus dans la spécificité de la dette d'architecture. Donc c'est un concept qui a été créé en 1992 par Ward Cunningham. C'est un concept de développement logiciel. Si vous ne connaissez pas ce monsieur, c'est le créateur du concept du wiki, le co-créateur de l'extreme programming et le co-auteur du manifesto agile. Donc un grand monsieur. La dette technique a été adoptée, on va dire 10 ans plus tard, dans les années 2000. Et elle est définie comme... donc ça c'est la citation en anglais que je vais vous traduire. C'est le coût des retouches supplémentaires qui sont causées par un choix en fait d'une solution très simple aujourd'hui, plutôt qu'une meilleure approche qui demanderait peut-être un peu plus de temps et donc qui a un coût dans le futur. Exemple très simple pour illustrer. J'ai une application pour gérer les congés, donc une application pour gérer les congés de mes employés. Les jours fériés changent chaque année, je pourrais très bien coder en dur, voilà, en 2023, le 1er mai c'est férié, le 8 mai c'est férié. C'est une solution qui est très facile, mais finalement, chaque année, ça nécessitera un travail supplémentaire pour rajouter dans le code les jours fériés et redéployer à chaque fois. On a tous en tête une autre solution qui est un peu plus complexe et plus coûteuse à implémenter tout de suite, mais plus pérenne. Un fichier de configuration, une base de données qui nécessiterait peut-être moins de travail dans le futur et un déploiement plus facile et moins coûteux. Ok, si la dette technique c'était aussi simple, avec une définition et un exemple, je ne serais pas ici aujourd'hui en train de vous en parler et ce ne serait pas un sujet critique pour un grand nombre d'entreprises. Avant de vous parler de dette technique plus en détail, je voudrais faire une analogie avec la dette financière. Pourquoi on parle de dette ? Quand vous voulez, dans la vie, avancer sur un projet, vous avez besoin de cash. Et du coup, pour acheter votre maison, pour acheter votre voiture, vous allez voir votre banque et vous contractez un crédit, et donc une dette. C'est un moyen d'accélérer et de ne pas attendre toute votre vie d'avoir le cash pour acheter votre maison de rêve.
Mais il faut payer ces intérêts, les intérêts de la dette, jusqu'au remboursement final de cette dette. C'est une analogie que je reprendrai, parce qu'on verra qu'il y a des petites différences entre la vie pratique et la vie dans le monde IT. Mais la question du coup qu'on se pose, qu'on s'est posée chez ManoMano et qu'on se pose en fait dans la littérature, c'est est-ce que les équipes techniques, est-ce que les développeurs, les ingénieurs, les product managers sont de bons payeurs de dette? On est assez fort pour contracter de la dette, mais est-ce que finalement on paie bien et on en est conscient? Est-ce qu'on est capable de gérer cette dette, mais sans autorité de contrôle? On n'a pas de banque, on n'a personne qui nous dit il faut que tu corriges ce composant du système qui ne fonctionne pas. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est toujours un choix libre ou sous contrainte? Et finalement, est-ce qu'il y a des bons moments pour contracter de la dette? Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu la dette technique globale, qui est assez connue, j'aimerais faire un focus sur la dette d'architecture. C'est une des composantes de la dette technique, qui est un peu moins connue, mais qui existe. En termes de dette, dans le monde informatique, il y a plusieurs types de dettes. Il y a la dette technique, assez connue, donc les mauvaises pratiques de code, le manque de test coverage, la mauvaise infrastructure qui n'est pas scalable, ce genre de choses. On peut aussi parler de dette fonctionnelle. On a un système mais qui a beaucoup de bugs et qui finalement ne répond pas à l'attente fonctionnelle. On peut avoir une dette de sécurité. On a des failles de partout et finalement on est fragile. On a une dette par rapport à ce qu'on voudrait et par rapport à la norme. On peut aussi avoir une dette légale, notamment avec RGPD, DSA, qui sont des lois qui nous obligent à respecter certains principes. Et comme je suis architecte, moi je me suis intéressé à la dette d'architecture. C'est une liste non exhaustive, il y a plein de types de dettes et vous pouvez vous renseigner sur Internet. Il n'y a pas de définition stricte dans la littérature de la dette d'architecture, même si c'est un concept qui existe. Chez ManoMano, dans l'équipe d'architectes et avec les différents managers techniques, on a essayé de définir quelque chose qui était assez précis pour qu'on puisse illustrer le concept, mais on a eu du mal à avoir une définition très très précise. Donc c'est pour ça que ça reste un petit peu vague. Dans un composant ou tout process fonctionnel, c'est l'écart entre le système actuel, comme il est en production, et les principes d'architecture et les standards de l'entreprise. Donc il y a quelques mots importants ici. Principes et standards de l'entreprise, donc c'est la cible, c'est là où on voudrait être, c'est le Graal. Et l'écart, finalement, c'est mesurer cette différence entre notre système et cette cible. Exemple, chez ManoMano, on a une bonne pratique d'architecture qui est de dire, à chaque fois qu'on a un service interne qui communique avec une API d'un partenaire, d'un service externe à ManoMano, on veut implémenter le pattern de circuit breaker. Le pattern de circuit breaker, c'est un pattern qui permet, lorsqu'il y a le service externe qui tombe en panne, de couper le circuit, d'ouvrir le circuit, et du coup de se prémunir de temps de latence très longs ou de cascades d'échecs dans notre système. Donc c'est une bonne pratique qu'on a mis en place. C'est un standard. Si une équipe développe un microservice pour faire des appels à l'API La Poste pour récupérer les tarifs Colissimo, qu'elle le fait sans circuit breaker, c'est de la dette d'architecture, qui est difficilement détectable par du SonarCube, ce genre de choses, mais c'est un écart par rapport à nos standards. Autre exemple, le POC qui devient la norme. Il y a quelques années, on a une équipe qui voulait développer du machine learning. Ils se sont dit, on va faire de la recommandation de produits aux clients en apprenant de ce que les clients achètent et en faisant du machine learning. Très bonne idée. Ils l'ont poussé en prod pour vérifier l'attrait client, la conversion. Ça a été un succès. Problème, c'est une technologie qui était nouvelle, on n'avait pas de standard. L'équipe a changé. 6 mois plus tard, le POC était toujours en production. Et on était moins capable de gérer en fait ce système-là parce qu'on ne savait pas trop comment c'était fait. Et il y a d'autres systèmes de machine learning qui pouvaient apparaître sans avoir de standard et d'homogénéité. Autre principe de dette d'architecture. Donc il y a différentes typologies. Pareil, cette liste elle est non exhaustive. On peut avoir un choix, donc même définition que Ward Cunningham, un choix facile maintenant d'une solution d'architecture par rapport à une meilleure approche. Elle est moins coûteuse, mais dans le temps, elle nous crée de la dette. On peut avoir un mauvais exemple sur le premier, en termes d'architecture. Très simple, dans une architecture microservice, vous pouvez vous dire « Ah, ben, j'ai besoin d'accéder aux données de mon voisin, il n'a pas encore fait d'API,
mais comme je dois aller en prod la semaine prochaine, je tape directement dans sa base de données. Tout le monde sait que c'est mal, c'est un raccourci, mais ça fonctionne. Et donc, ça crée de la dette parce que si le service voisin change son modèle de base de données, on aura des problèmes. Un mauvais choix de framework ou outil. Oh tiens, ça c'est super, on va l'essayer. On fait des tests, on va en prod et en fait, ça ne répond pas du tout aux besoins et on galère à faire la migration, à changer. Un produit qui stagne. On a des produits qui sont dans un contexte fonctionnel très évolutif. Les contextes financiers, les contextes légaux. Si on a un outil, finalement, un produit qui stagne, ça crée de la dette finalement d'architecture par rapport à toutes les contraintes qu'on pourrait avoir par rapport aux communications externes, par rapport à la performance, ce genre de choses. Des projets de migration non terminés. Donc c'est OK, on va en prod et dans 6 mois, on aura terminé notre migration, donc on pourra décommissionner notre base de données, notre vieille base de données. Et puis 2 ans plus tard, elle est toujours là parce que personne n'a trouvé la valeur de faire ça. Et enfin, j'ai parlé de standards. Donc dès qu'on crée un standard, dès qu'on change les standards, finalement l'écart il devient visible et donc on crée de la dette d'architecture. La dette technique, c'est un concept qui est plutôt connu depuis longtemps et on peut l'analyser grâce à l'analyse statique. Et il y a des outils qui sont reconnus, utilisés, dont on a prouvé la valeur, comme SonarCube par exemple, qui vont analyser notre code, souvent composant par composant, et nous dire, voilà, selon les règles de bon développement du consensus de la communauté, tu as de la dette technique. Donc ici, 67 jours de dette technique, ça veut dire qu'il faudrait 67 jours pour rattraper notre différence au standard. L'avantage, c'est que c'est facile à analyser, on peut la suivre, et l'effort pour la corriger, il est incrémental. On peut dire, je prends cette règle, je corrige dans tout mon code le problème, et il est faible. Parfois, vous allez passer une demi-journée pour corriger une règle, une journée pour corriger une autre règle. Et donc, on peut avancer petit à petit et vérifier que cette dette technique reste constante. Sur la dette d'architecture, ce n'est pas aussi facile. Il n'y a pas d'analyse statique possible, c'est souvent sur un ensemble de composants ou sur une macro vue. Et donc, il y a quelques outils, comme Arcane ou Infusion, qui permettent de faire ça, mais qui ne sont pas encore matures, parce que peu connus, peu utilisés, et ceux qui les utilisent les trouvent inutiles en termes de retour sur investissement. C'est aussi difficile de quantifier l'impact de corriger, par exemple, ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'accède à la base de données directement, il faudrait y accéder par API. Bon, j'estime à peu près le coût de développement de l'API, mais ça prend en compte 2 équipes, donc il faut les synchroniser, etc. C'est difficile à quantifier et difficile à prioriser. Pourquoi ce point-là est plus grave que la base de données qui est vieille et depuis 6 mois et dont on s'en fiche. Et donc, on ne sait pas par où commencer. Avant de rentrer dans le dur de comment on manage cette dette d'architecture, je voudrais parler des causes et des conséquences. Les causes principales peuvent avoir 2 typologies. La première qui est externe à l'équipe. Ça veut dire que même si on a la meilleure équipe du monde, il y a des causes externes qui font que de la dette d'architecture va être créée. Je ne vais pas me faire d'amis. L'état de l'art et la littérature disent le business est la source principale de création de dettes d'architecture. Pourquoi? Pression, délai raccourci. La dette n'est pas comprise. On a l'impression que les développeurs, ils travaillent mal. En fait, ils créent de la dette au lieu de travailler bien. Et 6 mois plus tard, ils viennent nous dire il nous faut 1 mois pour retravailler notre système, mettre à jour. C'est mal compris. Le domaine métier, parfois, est volatile ou on a peu de vision. Il y a des patterns qui sont structurants dans une entreprise. Un client peut avoir plusieurs commandes. Une commande est liée à plusieurs produits. Si on n'a pas de vision et qu'on n'imagine pas que la société va se transformer en marketplace dans 5 ans, ça change complètement notre architecture. Et en fait, le fait d'avoir de la vision peut réduire cette création de dette. Il y a aussi les standards d'architecture qui sont non ou mal définis. Dans des petites boîtes, des startups, c'est pas très grave, on est capable d'itérer et de corriger rapidement. Dans des grosses boîtes, c'est plus compliqué. Si l'équipe A ne sait pas comment elle doit faire ça, elle va faire à sa manière, l'équipe B va faire autrement, l'équipe C, et on va avoir des problèmes de communication, des problèmes d'hétérogénéité dans nos équipes, et ça va créer naturellement de la dette. Donc c'est important de définir ces standards. Le temps qui passe, c'est un driver naturel de la dette d'architecture. On a tous en tête le serveur COBOL, que personne n'a touché depuis 6 ans, que personne ne veut redémarrer, parce qu'en fait on s'en est pas occupé.
On n'a pas fait quelque chose de mal avec, c'est juste que le temps est passé, on s'en est pas occupé. Mais il y a aussi des causes internes à l'équipe. C'est peut-être pas la meilleure équipe du monde. Le manque de connaissances, donc connaissances fonctionnelles ou techniques, peut amener à créer des choses qui ne sont pas naturelles, ne sont pas bonnes en termes de pratique et du coup créer de la dette. Les mauvaises décisions d'architecture. On fait tous de l'architecture, et les architectes aussi font de mauvaises décisions. Ce n'est pas forcément une mauvaise décision à un instant T. Généralement, on a le contexte, tout va bien, on prend une décision. Souvent, ce qu'on remarque, c'est plutôt l'enchaînement de décisions. On prend une décision, et comme on a pris cette décision aujourd'hui, celle d'après, on est un peu contraint, et on continue. Et en fait, quand on regarde toute la chaîne, on se dit, mais pourquoi on a fait ça? Le manque d'anticipation, donc cette fois-ci côté technique. Si vous demandez à un développeur de développer une tâche, une fonctionnalité, et qui ne pose pas de questions, qui ne voit pas un petit peu plus loin, il va développer la fonctionnalité comme il les réfléchit. Et en fait, 2 mois plus tard, il y aura une évolution, et il n'a pas du tout imaginé son système comme évolutif. Et enfin, les facteurs humains divers. Manque de communication, les gens qui sont très têtus et qui ne veulent pas suivre les standards, les gens qui veulent aller plus vite et qui ne font pas de conception, ce genre de choses. Alors, il ne faut pas blâmer tout le temps les équipes, que ce soit business ou tech. La dette peut complètement être involontaire. Je l'ai dit, le manque de connaissances, le manque d'anticipation, le manque de connaissance du marché dans 1 an ou 2 ans peut être complètement involontaire. Et donc, il faut savoir aussi être clément et dire « Ok, on a accumulé de la dette, c'est normal, ça fait partie de notre système, mais il faudra la traiter plus tard. » Ce qu'on veut plutôt adresser quand on fait du contrôle de création de la dette, c'est toute la dette qui est volontaire, où en fait on fait des choix, et soit on note pas les informations, soit on fait les mauvais choix. Maintenant qu'on a parlé de causes, on peut parler de symptômes et de conséquences. Symptômes, j'aime bien faire une analogie avec le médical. Quand vous allez chez le médecin et que vous parlez, vous avez mal à la gorge, vous avez de la fièvre, vous toussez, en fait, ça aide le médecin à réduire la probabilité de la maladie que vous avez. Dans l'informatique, c'est un petit peu pareil. Quand on analyse un bug, selon si c'est un problème d'affichage, de timeout, de performance, etc., ça nous guide vers la cause du problème. C'est pareil pour la dette d'architecture. Ah, il n'y a que John qui sait gérer ça, il n'y a pas de documentation. On a 2 microservices. C'est bizarre, à chaque fois qu'on les livre en production, on les livre tout le temps ensemble. Et il faut même les synchroniser. Ça sent mauvais. À chaque fois qu'on a un bug sur cette partie du système, il nous faut 2 jours pour analyser et résoudre le bug, alors qu'on pourrait livrer en prod en 1 heure avec toute notre belle CI/CD. Ou la complexité excessive d'une partie du système. Le système de paiement, ah oui, mais il y a aussi le paiement legacy, et puis il y a le paiement pour l'Angleterre qui est différent. Et en fait, quand vous avez 3 systèmes en parallèle, voilà, la multiplication de ces symptômes, ça renforce la détection d'une dette, possiblement. Les conséquences, elles sont assez connues sur la dette technique, elles sont les mêmes sur la dette d'architecture, et c'est que des mauvaises choses. L'augmentation des coûts pour les nouvelles fonctionnalités, l'augmentation du nombre de bugs, d'incidents en production, l'augmentation des risques de régression, l'augmentation du niveau de compétences. Vous ne pourrez plus embaucher des juniors, il faudra que des seniors experts. Et la diminution globale de la qualité du produit. Vous allez arriver avec un produit que plus personne ne voudra. Vous ne pourrez pas ajouter de nouveautés, nouvelles fonctionnalités, parce qu'en fait, ça prend trop de temps. Vous ne serez plus concurrentiel sur le marché, et donc, il faudra tout jeter. J'espère que vous êtes convaincus que la dette, ça existe, et maintenant qu'il faut savoir la gérer. Ce que je vous propose, c'est de voir les fondements théoriques de comment on gère la dette, et surtout quelques bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place lundi dans votre entreprise. Il y a quelques conseils qui fonctionnent aussi pour la dette technique, mais c'est un focus sur la dette d'architecture. Je reviens sur mon analogie de dette financière. Quand vous avez un crédit, il y a toujours quelqu'un pour vous rappeler qu'il faut payer tous les mois. Votre banque arrive et vous dit « vous n'avez pas payé les intérêts, on ne va pas s'entendre, etc. » Dans l'informatique, on a tendance à accumuler de la dette parce qu'on n'est pas conscient de celle qu'on a.
Et surtout, on paye les intérêts par contrainte. Les intérêts s'accumulent et en fait, ça rajoute du temps, ça rajoute des bugs et on n'en a pas conscience, mais on paie tout le temps les intérêts par contrainte. Et si on accumule trop de dettes, on arrive à un cas où c'est la banqueroute. En fait, on n'est plus capable de payer les intérêts parce que ça prend trop de temps. Ça prend plus de temps de fixer les bugs que d'ajouter de la valeur. C'est non maintenable et on doit tout jeter. Et tout jeter pour tout refaire, parce qu'on ne peut pas tout jeter à la poubelle. Et ça prend énormément de temps et énormément d'énergie des équipes. Donc pour manager la dette, il y a deux approches. La première approche, c'est contrôler la création de la dette. Moins on en crée, mieux on se porte. Et la deuxième, c'est, OK, on a déjà de la dette, parce qu'en fait, on ne savait pas ça il y a quelques années. Et donc, il faut réduire celle qui existe. Sur la partie contrôle de la création de la dette, vous allez me dire, OK, si on fait les bons choix, si on prend le temps de réfléchir, si on fait tout parfaitement, on ne va pas créer de dette d'architecture. Mais ce n'est pas la bonne solution. Parfois, on a besoin d'aller vite, on a besoin de faire un POC en production. On a besoin de prendre des raccourcis pour livrer quelque chose rapidement pour être concurrentiel sur le marché. On va louper des opportunités d'accélération et même d'innovation. Si vous n'êtes pas le premier à tester Kafka quand il est sorti, OK, mais peut-être que ceux qui l'ont testé quand il est sorti sont maintenant beaucoup en avance par rapport à vous. C'est comme si finalement vous ne preniez pas de crédit à la banque. Aujourd'hui, c'est devenu commun dans notre société de prendre un crédit pour acheter par exemple sa maison principale, même s'il y a d'autres options. Alors voici quelques bonnes pratiques pour réduire la création de la dette, ou du moins en être conscient et en garder une trace. Comme le dit Simon Morin plus tôt, comme l'a dit Simon Morin aujourd'hui plus tôt, nous sommes tous architectes. Donc ça fait tous partie de notre quotidien de se dire je dois penser l'architecture et je dois faire de la conception avant d'écrire ma première ligne de code. C'est une bonne pratique, c'est bien de le rappeler, il y a plein de gens qui ne le font pas. Anticiper les besoins fonctionnels, j'en ai parlé tout à l'heure. Le fait de poser les questions, d'être plus proche de votre métier, peut-être d'implémenter des approches DDD, permet d'anticiper et du coup de penser votre système et toute votre architecture, non pas comme l'état actuel, mais finalement l'état actuel plus ses évolutions futures. Chez ManoMano, on a une bonne pratique, qui est la même que chez Le Bon Coin. C'est noter les décisions et leurs impacts via des ADR, donc Architecture Decision Record. C'est un élément qui existe en dehors de ManoMano, qui permet en fait, à chaque fois qu'on a une réunion et qu'on se pose des questions sur est-ce qu'on doit introduire cette nouvelle technologie, est-ce qu'on doit prendre cette décision ou cette décision d'architecture, on va poser le contexte, les différentes possibilités, notre choix et finalement les conséquences que ça peut avoir. Je vous promets que quand on arrive 6 mois plus tard et qu'on se dit mais pourquoi on a fait une base de données MySQL avec tous nos services dedans, à l'époque c'était la solution la plus intéressante. Vous pouvez aussi créer des tickets de dette. On utilise Jira chez ManoMano et les gens ont l'habitude d'utiliser pour créer toutes leurs features, user story, etc. Ça peut être intéressant de dire ok, aujourd'hui j'ai pris un raccourci, par contre je le note, et finalement j'ai un backlog de dette d'architecture qui croît, et j'en suis conscient parce que je l'ai noté, et je peux le traiter au fur et à mesure. Rien que le fait de l'avoir posé dans Jira, ça aide à mesurer et à en être conscient. Maintenant, on va voir comment réduire cette dette. Je le rappelle, la dette, elle est parfois non intentionnelle. Donc, même si on met en place toutes les bonnes pratiques qu'on a vues précédemment, on peut se retrouver avec de la dette d'architecture qui est présente et qui était involontaire. On a plusieurs stratégies pour réduire la dette. La stratégie active, c'est j'attaque la dette. Elle existe et j'investis du temps pour l'attaquer. Une des règles connues, c'est la règle du scout. Je laisse toujours un endroit dans un état plus propre que celui où je l'ai trouvé. Un exemple, je développe une nouvelle fonctionnalité, j'en profite pour faire un diagramme de séquence, un diagramme de dépendance et avoir une meilleure visibilité de mon composant dans l'écosystème de ManoMano. Les bonnes pratiques agiles recommandent de consacrer 20% de son temps de sprint
à faire du refactoring, la correction de dette technique. Et donc, c'est une bonne pratique aussi qui permet d'attaquer et de réduire petit à petit la dette qui est déjà présente. Vous pouvez aussi investir plus de temps dans tout ce qui est plan de refactor, architecture, et dire chaque quarter, on consacre du temps à documenter, réfléchir à nos patterns, nos standards, est-ce que nos microservices respectent nos standards, etc. La deuxième stratégie, elle est plutôt réactive. On n'a pas attaqué de front, mais en fait, on est obligé de réagir parce que sinon, ça cause trop de problèmes. Vous pouvez corriger par opportunisme. On a un nouveau projet, par exemple, chez ManoMano, qui est la refonte du tunnel d'achat, qui était dans le legacy. On refond le tunnel d'achat pour des raisons fonctionnelles. On veut rajouter des fonctionnalités, il y a une grosse refonte. Mais on en profite pour s'adapter, mettre à niveau tous les standards, mettre à niveau toutes les technologies. Et finalement, on a un peu surestimé la taille du projet pour pouvoir justement tout nettoyer et qu'à la fin, quand notre projet arrive en production, on n'ait pas de dette. Vous pouvez aussi geler les nouvelles fonctionnalités. C'est moins bien vu du côté business, mais parfois on arrive à un moment où, quand ça ne va plus et on ne peut plus travailler sereinement, on dit écoutez, il nous faut 1 mois, on ne prend pas de nouvelles fonctionnalités, on refait le système, et dans 1 mois, on reprendra de nouvelles fonctionnalités, et on vous promet, la vélocité sera plus rapide. Vous pouvez aussi réécrire en entier un composant. On a eu une migration chez ManoMano d'un environnement qui était purement PHP vers plusieurs microservices dans des langages différents, Java, Kotlin, Go, Node.js. On en a profité pour réécrire entièrement des parties du système et s'adapter et respecter nos standards. Et donc, je vous ai parlé de réduction réactive et réduction active. Ici, vous avez 2 équipes qui gèrent de manière différente la dette d'architecture. En rouge, c'est à chaque fois qu'un ticket de dette est créé, et en vert, c'est à chaque fois qu'un ticket est résolu. Donc à gauche, on a une équipe qui accumule de la dette et à ce moment se dit on n'en peut plus, il nous faut un sprint pour tout nettoyer. Et donc, il passe un sprint à corriger de la dette. Et l'équipe de droite, elle est plutôt proactive, investit 20% de son temps par sprint et du coup arrive à maintenir un taux de dette très faible. À vous de choisir celui que vous préférez. Et ma stratégie préférée, dont je n'ai pas encore parlé, c'est la stratégie passive. Finalement, on a un bout du système qui ne respecte pas nos standards, qui personne ne veut toucher, mais on peut le délaisser. On peut dire, OK, on a analysé la dette à cet endroit-là, on a calculé le rapport coût pour le corriger par rapport au risque, et en fait, on s'est rendu compte que ce composant, il allait mourir parce que c'est une des fonctionnalités de notre marketplace qu'on voudrait couper à la fin de l'année. Donc, on ne va pas investir pour corriger cette dette sur ce composant-là. Donc, on l'ignore. Une dernière remarque par rapport à la gestion de la dette. J'ai parlé de dette stratégie active, stratégie réactive. On remarque que c'est toujours une mauvaise pratique de tout jeter et de tout refaire. On apprend beaucoup moins. Les développeurs apprennent beaucoup moins quand on leur demande... Enfin, c'est beaucoup mieux s'ils ils prennent du recul, ils font de l'amélioration continue et ils se posent des questions sur comment améliorer un système existant plutôt que fermer les yeux et repartir de zéro. Donc je vous conseille plutôt d'avoir une stratégie active, de corriger au fur et à mesure et de maintenir un niveau de dette que vous pouvez contrôler. Ok. Donc à cette théorie, je vous propose de passer à la pratique avec comment nous avons chez ManoMano construit un framework, donc un ensemble d'outils et de méthodologies, qui nous permet ensuite de prendre des choix stratégiques sur la dette. Tout à l'heure, j'ai introduit ManoMano avec une vision un peu organisationnelle et business, mais en quelques années, ManoMano a énormément évolué en termes d'écosystème technique. On est passé de 2 monolithes à plus de 350 microservices. On a une explosion de la diversité des technologies, que ce soit les langages, les protocoles de communication, GraphQL, REST, gRPC, les bases de données, ce genre de choses. Et si ça vous intéresse, on a écrit une suite de 4 articles sur Medium qui s'appelle IT Odyssey ManoMano, où on raconte un petit peu cette histoire de comment on est passé d'un monolithe sur un hébergeur classique à du cloud et des microservices. Avant de vous dire comment on fait aujourd'hui,
ce serait malhonnête de vous dire qu'on n'a jamais eu de problème avec la dette. Et donc, je voulais vous raconter quelques histoires sur nos gros échecs. Donc en 2013, la société a été créée. En 2016, elle n'avait pas beaucoup évolué. On était sur une trentaine de personnes. Sauf qu'on a atteint un niveau de dette technique et d'architecture qui était tellement énorme qu'on a fait banqueroute. Donc j'étais pas là. Mais il y a eu une négociation et il y a eu 9 mois de gel fonctionnel. Et donc il y a 10 développeurs qui se sont consacrés à passer d'un système en PHP sans vraiment de framework et de test à un système, une marketplace sur Symfony, beaucoup plus résiliente, beaucoup plus facile à déployer avec toute la couverture de test et la qualité dont on avait besoin. Un autre exemple, on a lancé en 2020 un nouveau service aux marchands et il fallait facturer ce service. Et donc, comme c'était le début, qu'on voulait tester un peu l'attrait des marchands, on s'est dit, bon, on va faire une facturation à la main. C'est facile, on fait une requête en base de données, on extrait ce qui s'est passé sur ce service-là, et puis on multiplie par le prix, et ça nous donne la facture. C'était une bonne idée à l'époque. Le problème, c'est que ce nouveau service, il marche très bien. Et donc, maintenant, on a plus de 500 marchands qui fonctionnent avec ce service, et la facturation est toujours à la main. Le problème, c'est que Google Sheets, je ne le savais pas, mais a un max de cellules de 5 millions. 5 millions, c'est beaucoup, mais quand vous avez 300 marchands qui font des milliers de commandes par jour, au bout d'un moment, ça ne rentre plus. Donc pareil, on a été obligé de commencer à imaginer à refaire entièrement le système avec une nouvelle architecture. C'était facile de faire mieux. Donc un jour, notre CTO est arrivé et a dit « J'ai l'impression qu'on accumule beaucoup de dettes. J'ai beaucoup de projets en fait, où l'architecture n'a pas été pensée, où on a rajouté des couches et j'ai l'impression que ça ne marche pas et qu'on est ralenti, mais on n'a pas de visibilité. Comment je prends mes décisions, comment j'oriente en fait ma vision tech pour réduire cette dette d'architecture et accélérer, parce qu'on a besoin d'accélérer. » Donc notre petite équipe d'architectes s'est réunie avec quelques managers et on a commencé à étudier un petit peu l'état de l'art, la littérature, les thèses, les articles sur la dette d'architecture, la dette d'entreprise, et la confronter avec différentes visions. Il y a beaucoup d'entreprises américaines qui ont travaillé sur le sujet, qui ont posté des résultats de travaux. Et donc on a commencé à construire un framework avec des outils pratiques. Ce framework est toujours en construction, il a été démarré l'année dernière, on commence à avoir les premiers résultats tangibles, mais il y a beaucoup de choses à améliorer et beaucoup de choses à créer. Donc pas de secret, on a pris les mêmes approches théoriques, une approche pour contrôler la création de la dette et une approche pour la réduire. Le premier outil, c'est nos standards, qu'on appelle nos guidelines. On a défini un ensemble de standards pour chaque sujet où il pouvait y avoir débat. Donc là, vous avez des exemples sur comment faire une API, la sécurité, la gestion des bases de données. Et on définit quels sont les standards chez ManoMano. Comme on est très collaboratif, c'est que n'importe qui peut commencer à écrire une guideline s'il pense qu'elle manque à la communauté. Ensuite, elle est validée par des experts, parce qu'on a des gens qui sont experts en database, par exemple. Et ensuite, elle est admise et validée aussi par la communauté. C'est-à-dire que si l'ensemble de la communauté dit non, on ne veut pas faire de MongoDB, ce ne sera pas validé, et donc on n'aura pas de guideline sur ça. Elles peuvent évoluer à tout moment, et c'est bien qu'elles évoluent, parce qu'en fait, notre écosystème évolue, le monde évolue, et notre business évolue, donc il faut qu'elles évoluent. Dernier exemple en date, on a introduit les protocoles GraphQL, le langage GraphQL, pardon, qui prend de la place du coup par rapport à REST, et il faut des guidelines en disant dans ce cas-là vous utilisez GraphQL, dans ce cas-là non, et comment en fait on migre de REST à GraphQL. Donc c'est ce qu'on appelle la Mano Tech Matrix qui regroupe l'ensemble de nos guidelines. Le problème, c'est que c'est des documents papier, enfin numériques, qui disent il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et donc c'est uniquement en ayant confiance en toute l'équipe technique et aux développeurs, en se disant ils vont suivre les guidelines. Bon, c'est pas comme ça dans la vraie vie. Et donc les gens prennent des raccourcis, et on a créé un outil en interne qui s'appelle Radiologist, qui a plusieurs sources de données. Donc c'est bien sûr le code, mais c'est aussi tout ce qui est configuration d'infrastructure.
les logs, les tailles des composants, beaucoup de sources qui ne sont pas uniquement le code, mais plutôt notre écosystème IT en production. Et donc on peut créer des règles, règles qui dit quand j'appelle une base de données, je dois avoir le nom d'utilisateur qui est le nom de la base de données, par exemple, qui empêche d'aller taper dans une autre base de données. Et donc cet ensemble de règles est passé automatiquement chaque jour et on détecte des anomalies. Donc c'est du blaming. Hein. Telle équipe a tant d'anomalies et donc il y a des petits concours pour essayer de réduire au maximum le nombre d'anomalies et de respecter ces standards. Et donc vous voyez, la trend est plutôt vers le bas, ce qui montre que l'outil fonctionne bien. Et parfois on rajoute ou on enlève des règles, donc ça rajoute des anomalies. Attention, on a écrit nos propres standards. Et nos standards, j'espère que ce ne sera pas les mêmes pour vous. Et chaque entreprise peut avoir des standards différents selon son contexte. Chez ManoMano, on fait des POC, des choses qu'on pousse en production en 2 semaines. On teste avec de l'A/B test en production et ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, c'est pas grave, on l'arrête. Chez Airbus, je ne pense pas qu'ils travaillent comme ça. Les impacts financiers et physiques peuvent être beaucoup plus importants. Donc c'est à vous de définir vos standards selon votre marché, votre écosystème technique. On a un autre outil qu'on n'a pas inventé, qui a été inventé par ThoughtWorks, qui est le Tech Radar, qui définit l'ensemble des technologies utilisables chez nous et qui sont validées et industrialisées. Donc, ça prend l'innovation, parce que les gens ont envie de mettre des nouvelles technologies dans ce Tech Radar. Par contre, les étapes pour aller jusqu'à Adopt, donc qui est le cercle central qui veut dire que n'importe qui peut l'utiliser, sont très pragmatiques, avec des attentes de documentation, d'industrialisation, de temps qui a fonctionné en production et de niveau de compétences moyen. Donc on ne va pas adopter Rust, par exemple, en 3 mois dans l'entreprise, c'est impossible. Donc ça permet d'avoir une certaine homogénéité dans l'entreprise. Je dis certaine parce que vous voyez que dans la partie langage, on en a quand même une bonne dizaine, parce qu'on a des besoins différents, que ce soit la data, le front ou le back. Mais voilà, ça amène une certaine homogénéité et ça empêche qu'il y ait des créations de nouveaux points de dette dans la société. Donc ça, c'est pour empêcher de créer de la nouvelle dette, mais on en a de l'existante, donc on va la réduire. Notre CTO nous a dit « je veux qu'il n'y ait plus du tout de dette ». Et on lui a dit « c'est irréaliste en fait, de penser qu'on n'en créera pas et surtout qu'on va arriver à zéro ». Le coût pour arriver à zéro est très 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 important et il faut mieux se focus sur peut-être les 20% de dettes d'architecture qui sont les plus critiques pour nous et qui vont en fait faire gagner énormément de temps pour toute l'entreprise. Donc on s'est dit on va identifier et mesurer pour pouvoir prendre des décisions et on va contrôler en réduisant petit à petit cette dette. Donc la première approche c'était une matrice valeur-effort. C'est une approche qui est venue en fait des équipes et qui consiste à placer des post-it donc de bas en haut pour la valeur que ça apporte et de gauche à droite pour l'effort que ça demande. Donc chaque post-it est une partie de dette chez ManoMano dans l'équipe. Et donc ceux qui sont en haut à gauche, on va les faire très rapidement, les inclure dans le sprint, dans le quarter. Et ceux qui sont en bas à droite, on ne les fera jamais parce qu'en fait, il n'y a aucun intérêt à les faire. On les délaisse. C'est une approche qui est très intéressante, mais qui est centrée sur une équipe. Et chaque équipe avait un peu sa façon de noter, on n'avait pas de vision globale et d'homogénéité. Donc on a eu une seconde approche qui est de dire on va demander l'avis aux gens et leurs sentiments sur la dette. Et donc c'est une approche qui est qualitative avec un entretien en 2 parties. Ces entretiens, on les fait une fois par quarter, donc tous les 3 mois, tous les 4 mois, pardon, avec des équipes techniques. Donc on a souvent le manager et le tech lead et on ne prend pas toute l'équipe parce qu'il faut faire en fait ces entretiens sur toutes les équipes une fois par quarter, donc ça prend du temps. Il y a 2 parties. La première partie, c'est une discussion ouverte. Prendre du recul, repenser son périmètre et ne pas être focus sur les 3 lignes de code qui ne fonctionnent pas. La deuxième partie, c'est la notation des composants, qu'on verra juste après. Sur les questions de la première partie, c'est si vous aviez carte blanche, quelle partie de vos systèmes vous referiez de zéro? Pour quelles raisons? Est-ce que vous avez des échanges avec d'autres systèmes, d'autres équipes qui vous paraissent très complexes ou très fragiles? Est-ce que vous avez pris des raccourcis? Généralement, les gens le savent, mais ne le disent pas trop.
Est-ce que vous êtes en retard dans la maintenance de vos librairies open source, de vos dépendances à des solutions externes? Et là, on s'est rendu compte que on n'avait pas vu notre dette et que quand on pose vraiment la question, il y avait une grande quantité de dettes, ce qui n'est pas malsain, parce que ça fait partie de notre ADN chez ManoMano, on a évolué très vite, mais qui confirmait la volonté de notre CTO de dire « je veux la voir et je veux pouvoir la réduire ». Il faut la caractériser, notamment avec les scores. Donc chez ManoMano, on a une cartographie de tout notre système qui suit la méthodologie TOGAF. Donc on a des architecture building blocks qui représentent des groupements d'architecture qui fonctionnent ensemble, qui souvent sont des groupements fonctionnels. Et en fait, on vient se poser ces questions-là sur chaque architecture building block. Donc à l'équipe, on dit quel est le risque que la dette crée des problèmes dans le futur? Quand cela risque-t-il d'arriver? Est-ce que c'est déjà des problèmes en production ou est-ce qu'on est tranquille pendant un an? Ça nous permet de prendre des décisions plus tard. Quel impact sur l'utilisateur final? Quel impact sur l'efficacité de l'équipe? Assez simple à comprendre. Et quel est l'écart vis-à-vis de nos standards? On a pris des raccourcis, on a des écarts où en fait tout est propre vis-à-vis des standards, mais l'architecture qu'on a choisie n'est pas la bonne. Ça donne des scorecards, donc par composant. Ici, c'est le composant de génération des factures pour un service. Le risque est très élevé, mais finalement, c'est à long terme. L'impact est assez faible parce que c'est sur une population qui est maîtrisée. L'efficacité de l'équipe est OK, même si on a pris des raccourcis. Et la déviation est très forte parce que c'est une partie du système qu'on a dû livrer en production très rapidement. Et donc, on a pris beaucoup de raccourcis. Ça donne une note globale, et en fait, on a des critères. Jusqu'à 2, on considère que c'est OK. Donc 0, c'est très bien, et 10, il y a beaucoup de dettes. Entre 0 et 2, on considère que c'est très bien. Entre 2 et 6, on considère que c'est à surveiller. Et au-dessus de 6, ça doit lever des alertes, et on doit aller plus en détail analyser et prendre des décisions. Donc on met le score sur nos building blocks. Et ensuite, on a des cartes. Donc là, elle est zoomée parce que nos cartes, elles font 100 éléments. Où vous voyez que les éléments à droite sont vert, jaune, jaune, vert, et à gauche, en bas, rouge. Donc sur celui-là, on va mettre plus de temps et se concentrer. L'idée, c'est d'avoir une vue d'entreprise. Donc c'est un travail qui est en cours, mais d'avoir une cartographie soit par domaine fonctionnel, soit par capacité business, et d'ajouter des calques. Et donc ici, un calque de dette en disant, selon nos interviews, on a ces niveaux de dette et donc on va se concentrer sur les années à venir, sur cette partie du système qu'il faut corriger. On s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Avoir le sentiment des équipes, c'est bien, mais selon une équipe ou une autre, le sentiment est très différent. Et il nous fallait un peu plus de chiffres pour finalement challenger et réconcilier avec d'autres faits de dette. Donc en fait, on est en train de mettre en place des corrélations avec des résultats automatiques qui sont la fréquence des incidents, la vélocité des équipes, le suivi des grands programmes de migration ou de double run, ce genre de choses, et aussi la mesure de la dette technique brute depuis Sonar. Ensuite, on va prioriser. Donc on va voir notre CTO, les directeurs techniques, on leur présente les cartes, les alertes, et ça leur permet de prendre des décisions. On sensibilise aussi le business en leur disant la dette, c'est pas forcément mal, on en a besoin pour accélérer, mais il y a des moments où il faut qu'on la gère et qu'on réduise aussi cette dette. Les morceaux de dette parfois sont très gros, donc on les segmente en petites parties. Et en fait, vu qu'on le suit et qu'on le collecte tous les 3 mois, on peut voir progressivement évoluer les scores sur certains composants et voir évoluer nos cartes, passer de rouge à orange par exemple. Et on essaye d'introduire un concept qui dit, voilà, quand vous allez à la banque et que vous demandez un nouveau crédit, si vous avez un taux d'endettement supérieur à 35%, on ne vous laissera pas prendre un crédit. On essaye de mettre en place ça aussi. S'il y a un composant à un score supérieur à 6, on dira, écoutez, pendant un mois, on ne prend pas de nouvelles fonctionnalités, c'est nécessaire de réduire la dette. Quelques retours d'expérience, je vais passer rapidement. Donc reconnaître que la dette n'est pas mauvaise, combattre les idées reçues, arrêter de tout mettre sous le tapis et finalement caractériser et mesurer, revoir les critères de score,
peut-être qu'on pourrait ajouter un critère, par exemple la sensibilité du métier à la vélocité, au fonctionnement d'une partie du système. Et bien sûr, itérer, chaque itération, améliorer. Quelques takeaways. Donc, c'est des choses dont j'ai déjà parlé. Définir ses standards, démystifier la dette dans toute l'entreprise, identifier et caractériser régulièrement. Si vous le faites une fois tous les 2 ans, ça ne sert à rien. Adopter différentes stratégies, actives, réactives, passives, et construire ses propres outils. Chaque outil est propre à une entreprise et vous devez construire vos standards et vos outils. Je veux juste remercier 3 personnes que je ne connais pas personnellement, mais qui ont beaucoup contribué à la littérature en écrivant des thèses et des articles sur la dette technique et plus particulièrement sur la dette d'architecture. Donc Keya Patel, Roberto Verdecchia et Antonio Martini. Merci beaucoup, n'hésitez pas à venir me poser des questions et merci à tous.